1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. This is Houston, contact with a test 1. Roger, you're loud and clear here also. Bienvenue au Galactic Louis Show. On se retrouve aujourd'hui avec deux invités de marque qui ne sont pas étrangers au domaine du spatial ou de l'astronomie. Le premier, on le connaît déjà bien. Il s'agit de Claude Nicolier, astronaute suisse et astrophysicien. Et il est accompagné d'un autre invité qui, lui, a les pieds sur Terre, mais la tête dans les étoiles. Je devrais même dire la tête dans les exoplanètes. Professeur Michel Mayor, prix Nobel de physique. Bonjour Claude, bonjour Michel. Bonjour Chloé. Le voyage jusqu'à la Lune fut agréable ? Oui, on s'est posé au pôle Sud. Forcément. C'est l'endroit clé maintenant sur la surface de la Lune. On peut être soit à l'ombre ou au soleil, comme on peut choisir. Tout s'est bien passé. Jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Michel, vous êtes astrophysicien, prix Nobel de physique en 2019. Dites-en-nous plus sur vous. Bon, d'abord, je vais commencer par la chose la plus importante. Ici, c'est qu'on a fait une partie de nos études ensemble de physique à l'Université de Lausanne et on a même été collègues à l'Observatoire de Genève, voici fort longtemps, comme ça. Et puis, on est amis. On a pu faire des petites aventures avec un monomoteur, des longs îles, etc. Donc, on se connaît bien. On se connaît bien. Donc vous n'avez pas besoin de vous introduire l'un à l'autre. Non, et j'admire énormément tout ce qu'il a fait, comment dire, parce qu'il a rendu service aux astronomes en réparant à plusieurs occasions le télescope spatial Hubble, qui est un outil absolument exceptionnel. Et moi, j'ai un respect sans limite pour Michel, qui nous a ouvert la porte vers les exoplanètes. Et reparlons de cette découverte, justement, cette première exoplanète en 1995. Une exoplanète, déjà, pour le public, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une exoplanète, c'est simplement une planète qui tourne autour d'une autre étoile. C'était un vieux rêve, hein ? Il y a très longtemps que les gens rêvaient ou postulaient que ça puisse exister. Dans l'Antiquité, ils parlaient plutôt de la pluralité des mondes, sans que ce soit spécifié. Mais depuis plusieurs siècles, on parlait vraiment de planètes. Et puis, voilà, nous, on a la technologie qui, tout d'un coup, nous permet de le démontrer. Alors, je vais peut-être juste dire un tout petit mot. La planète ne fait que réfléchir la lumière de l'étoile. Et dans le visible, par exemple, la Terre ne réfléchit que 1 milliardième de la lumière de l'étoile. Donc, si vous regardez à une certaine distance, vous êtes complètement ébloui par la luminosité de l'étoile. Donc, la démarche la plus élémentaire, regardez, ça ne marche pas. Et donc, on a dû utiliser une méthode indirecte et on va simplement chercher à voir bouger l'étoile parce qu'une planète lui tourne autour. Alors, quand on dit voir bouger, c'est-à-dire mesurer les variations de vitesse de l'étoile, donc effet Doppler, grande précision, parce que les planètes sont tellement légères que l'étoile, elle bouge pas beaucoup. Depuis les années 70, je travaille là-dedans pour essayer de développer une technique qui permet de concentrer toute l'information. Dans le spectre de l'étoile, il y a des milliers de transitions atomiques. Donc, il fallait essayer d'utiliser d'un coup toute cette information pour mesurer la vitesse de l'étoile. Et c'est ce qui nous a permis, 15 ans après, de détecter la première planète. Première exoplanète. Donc là, on parle de cette exoplanète qui était à 51 années-lumière de nous. Vous parliez justement des différentes méthodes pour la détecter. À une telle distance, comment c'est possible ? Alors, la technique, donc, comme je l'ai dit, on regarde avec un instrument que l'on a construit, on mesure la vitesse de l'étoile et on voit qu'à certains moments, l'étoile se rapproche de vous, des fois elle s'éloigne de vous. Il y a une raison. C'est évident qu'elle ne va pas faire ça sans raison. Et la raison, vous faites quelques calculs, les lois de Kepler, etc. Et vous déterminez la période, une estimation de la masse, la forme de l'orbite, simplement d'après la variation de vitesse. Et donc, la technique, on commence à la développer dans les années 70. Ensuite, en 1990, eh bien, on nous demande de réaliser une version améliorée pour un plus grand télescope. Et c'est le miracle. Tout d'un coup, la précision
est telle qu'elle a la précision voulue pour détecter ces tout petites variations de vitesse. Et bingo, on découvre une première planète, exoplanète. Mais ce qu'on n'attendait pas, c'était la période. La théorie nous disait que les périodes de ces grosses planètes comme Jupiter et tout devaient avoir au moins une période de 10 ans et plus, donc assez loin. Donc quand vous dites période, c'est le temps qu'il faut pour Le la temps planète. pour faire un tour. Exactement. Lui, il tourne dans ce sens, peut-on pour partir. Oui. Et puis pour revenir, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Ce qui ne sera pas quand même si facile à réaliser que ça. Jupiter, c'est à peu près la marche, Saturne, c'est encore plus, etc. Et nous, on découvre une planète de la masse de Jupiter, à peu près la moitié, qui tourne en 4 jours, 2. Donc l'étoile, elle tourne à toute vitesse autour. Comment dire? Voilà. Et là, énorme problème. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est comme ça? C'est un facteur 1000 de désaccord avec la théorie. Hein. Comment dire? On fait un peu attention quand même de se ridiculiser en publiant ça. Comme ça. Et donc, c'est la raison pourquoi on a attendu une année pour refaire les mesures, voir que ça n'a pas vu, essayer d'éliminer d'autres possibilités d'interprétation. Et après, on y a cru. Et comme la légende le dit, mais qui est vrai, on trinque avec la clairette de Die. Ah, à chaque fois qu'une exoplanète est découverte, maintenant c'est la tradition. On serait complètement... Claude, est-ce que vous vous rappelez de ce moment où ça a été annoncé, la découverte de la première exoplanète? Oui, en fait, Bon, la découverte, c'était en octobre 95. Je crois que la publication était lors d'une conférence astronomique un mois plus tard, un ou 2 mois plus tard, en novembre 95. Et en fait, à ce moment-là, j'étais à Houston, à l'entraînement pour ma 3e mission dans l'espace qui a eu lieu en février-mars 1996, une mission avec le satellite captif italien. Donc j'étais assez occupé à cette époque, mais j'ai reçu la nouvelle. J'étais tellement content que Michel, avec Didier Queloz, ait pu faire cette découverte fondamentale de la première exoplanète autour d'une étoile du type solaire. Et j'ai suivi ça d'aussi près que je pouvais. Bien entendu, 5 mois avant une mission spatiale, on est vraiment occupé. Mais ça m'a fasciné et j'étais tellement content que mon ami et brillant astrophysicien Michel ait découvert la première exoplanète. D'autant plus content quand il a reçu le prix Nobel, alors il y a 2 ans. Ça, c'était beaucoup plus tard. Et c'est d'ailleurs très souvent le cas lorsqu'on a des découvertes aussi géniales et fondamentales qu'a exécuté Michel et son collègue Didier Queloz. Le prix Nobel vient beaucoup plus tard, en fait. C'est pas dans les mois qui suivent ou les années qui suivent, mais souvent, parfois, 1 ou 2 décennies après. Oui, la moyenne actuelle est plutôt de 30 ans. Entre le moment de la découverte qu'il le mérite et le moment où on le reçoit, c'est 30 ans. Donc nous, c'était 24 ans, donc on était en avance. J'aimerais mentionner que c'était une grande découverte scientifique, mais il y a également beaucoup d'ingénierie derrière. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Et Michel Mayer a contribué de façon significative, d'une part, au développement d'ingénierie de l'instrument Elodie, qui était utilisé, ce spectromètre à haute précision à l'époque, qui donnait une précision de l'ordre de grandeur de 10 mètres par seconde de vitesse radiale. Et il a poursuivi après ses travaux d'amélioration de la précision des spectromètres pour arriver jusqu'à un spectromètre actuel qui a une précision de l'ordre de grandeur de 10 cm par seconde de vitesse radiale. Donc il y a eu cette magnifique découverte à la fin de l'année 95, après tous les développements qui ont suivi, qui permettent maintenant d'atteindre des précisions beaucoup plus grandes dans la détection de planètes de relativement petite masse autour des étoiles. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que plus la planète est légère, moins elle va faire bouger l'étoile. Donc le gain en précision, c'est un gain pour découvrir des objets de plus en plus petits. Enfin voilà. Et à la clé, évidemment, des planètes comme la Terre. Planète rocheuse, elle fait bouger. La Terre ne fait bouger le Soleil qu'à 8 cm par seconde. Donc la Terre, hein, elle n'a pas beaucoup d'influence sur l'orbite du Soleil. Et donc toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait pour détecter des planètes de ce type-là, des planètes rocheuses. Et donc à la clé, la vie, chercher la vie. Michel, c'est un grand scientifique, mais c'est également un ingénieur. Il a beaucoup travaillé sur l'ingénierie extrêmement fine du développement de ces spectromètres. C'est vrai dans beaucoup de domaines de la science. Comment dire?
si vous regardez la somme absolument incroyable d'ingénierie qui se cache derrière, par exemple, la détection des ondes gravitationnelles, un énorme succès il y a quelques années. C'est avant tout un projet de plusieurs décennies de technologie. Et c'est vrai que le problème, l'idée d'utiliser l'effet Doppler existait déjà depuis longtemps, mais on n'avait aucun moyen de le faire, et c'est le développement de la technique qui nous a permis de le faire. Donc on a des ingénieurs, on a des théoriciens, et puis on a aussi des opérateurs dans l'espace, des astronautes qui vont réparer même des télescopes spatiaux en orbite. Claude, à la base, vous étiez aussi astrophysicien. C'est ça, oui. C'était quoi votre domaine de recherche? Bon, c'était la photométrie stellaire, qui est un domaine très classique dans les années 60 à l'Observatoire de Genève. Professeur Gaulet, professeur Ruchner et d'autres faisaient la photométrie photoélectrique. Donc on mesurait la distribution de l'énergie, de rayonnement des étoiles dans tout le spectre, mais non pas en faisant la spectroscopie détaillée, mais en faisant la photométrie, en étudiant de façon très précise ou mesurant le rayonnement lumineux de l'étoile dans des domaines relativement grands en longueur d'onde, bien distribués dans le spectre de l'étoile, mais avec une très très grande précision, pour déterminer des paramètres de l'étoile comme sa dimension, sa température, sa composition chimique en moyenne. C'était mon domaine. Je ne suis pas resté astrophysicien très longtemps après, j'ai pris une autre voie, mais j'ai continué de servir l'astrophysique, mais par d'autres moyens. Oui, car même en tant qu'astronaute, vous êtes allé rendre visite à un des télescopes les plus chéris des astronomes, le télescope Hubble. Télescope Hubble, oui. Pour la première visite du télescope Hubble, pour lui restituer ses qualités optiques qui avaient été perdues par une forme un peu erronée du miroir principal. Pour moi, c'est une mission qui avait beaucoup de sens parce que je redevenais un peu un astronome, mais sous une autre forme, avec des outils pour réparer Hubble. Vous avez déjà utilisé les données de Hubble pour vos recherches? Oui, Hubble, comment dire, est un télescope extraordinaire. Hein. Je dirais, indépendamment de la manière de l'utiliser, mais je dirais un des apports essentiels de Hubble, c'est d'avoir renouvelé d'une manière incroyable l'iconographie astronomique. Des photos à grand champ, nettes, absolument nettes, parce qu'au-dessus de l'atmosphère. Parce que depuis le sol, on avait des techniques pour avoir de la haute résolution dans un tout petit endroit, mais de le faire d'une belle photo comme ça, voilà, Hubble a déjà. Alors ça, c'est l'aspect esthétique. Puis à part ça, moi, je l'ai utilisé dans certains cas, en particulier, avec des collègues français, on s'est intéressé à l'évaporation des exoplanètes. Planètes gazeuses, près de leur étoile, et puis tout d'un coup, il y a de l'échappement, une partie du gaz, il s'éloigne. Et ça, il faut aller dans l'espace parce qu'on utilise une longueur d'onde qui n'arrive pas au sol. Oui. Et puis, à part ça, dans le domaine des exoplanètes, pas moi-même, mais il y a eu des belles réalisations, des beaux succès. Hein. Par exemple, la première détection de la composition, d'un seul élément, mais dans l'atmosphère d'une exoplanète, mais vous vous rendez compte, elle est à côté de l'étoile, elle est extrêmement faible et tout, et vous commencez à vouloir, vous la voyez pas, et vous voulez commencer à analyser sa composition chimique. Maintenant, c'est un grand domaine de l'astrophysique, mais voilà, ça s'est fait, la première mesure s'est fait avec le Hubble Space Telescope. On est à l'aube de beaucoup de missions enthousiasmantes dans le domaine de l'astronomie. Est-ce qu'il y en a une que vous attendez tout particulièrement? En tout cas, il y en a beaucoup. Hein. Dans le domaine des exoplanètes, il y a eu donc l'utilisation d'instruments qui n'étaient pas faits pour ça, mais qui ont donné Hubble, Spitzer, dans l'infrarouge, etc. Mais après, il y a eu des télescopes qui ont été conçus dès le départ pour contribuer. Et la fameuse mission Kepler, qui a révélé des milliers d'exoplanètes, des milliers même de systèmes exoplanétaires. Après, il y a TESS, qui fait un peu la même chose, mais pour les étoiles proches, plus brillantes. Et puis, il y a Khéops, qui a été lancé par l'Agence européenne spatiale. Il y a, et maintenant, dans le calendrier, dans l'agenda, il y en a encore 3 ou 4 qui se préparent, entre autres Plateau, Ariel, etc. Donc maintenant, l'étude des exoplanètes fait vraiment partie du programme des agences spatiales. Il y a les Chinois qui ont aussi des beaux projets. Est-ce qu'ils vont se faire? Je ne sais pas, mais il y a aussi des projets qui se font ailleurs. Par exemple, pour regarder non pas les variations de vitesse de l'étoile, mais des variations de la position de l'étoile. Si l'étoile est là, la planète tourne, l'étoile, elle fait aussi comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Revenons justement sur votre prix Nobel avec une vidéo de l'Université de Genève. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided
to award the 2019 Nobel Prize in C'est Physics. la consécration pour la Suisse. Merci. Michel Mayor et Kelo. und Michel Mayor, herzliche Grazia. C'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah, on a découvert une planète ». Quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die et on a fêté l'événement. J'étais un passionné de science avant tout. Là, on est en train de détecter une planète. Si on se base sur des faits scientifiques, à quel point est-ce qu'on serait proche de trouver de traces de vie sur une exoplanète, d'après vous? Donc l'idée, il n'est pas question d'y aller, c'est beaucoup trop loin. Mais on peut détecter des traces de vie d'une manière indirecte, par exemple en détectant des modifications chimiques dans l'atmosphère qui résultent de phénomènes liés à la vie. On appelle de biosignatures, des biomarqueurs. Et alors ça, c'est possible, on sait comment le faire, on n'a pas encore les instruments pour le faire. Donc, mais c'est très très difficile. Hein. Comment dire, c'est vraiment tout petit. Et moi, je ne pensais en tout cas pas l'année prochaine. Hein. 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais ça fait partie, comment dire, de l'agenda prioritaire des agences spatiales. NASA, ESA, etc. Et puis aussi depuis le sol, on peut faire des choses comme ça. Donc, clairement, je pense que ça restera au sommet des priorités scientifiques. Comme ça. Donc, voilà, oui, on va essayer de répondre à cette question fabuleuse, fondamentale. Est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers? Voilà, ça c'est une belle question, hein, comme ça. C'est le problème finalement de notre position dans l'univers. Hein. Est-ce qu'on est une exception unique, voilà, comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose au contraire commun dans le processus d'évolution de l'univers? On forme des atomes, on forme des molécules, on forme la vie. Hein. On ne sait pas. On regarde hein, comme ça. Alors maintenant, la deuxième question auquel je tiens beaucoup, il n'est pas question d'y émigrer. Here, catch. Oh yeah, ding dong balls. Ready? Woohoo! Here it comes. Yeah, you just have to wait for it. Who wants a Skittle? Comment dire, ça c'est une chose triviale, élémentaire, mais que j'aime bien répéter. C'est la règle de 3, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études. La mission Apollo est allée en 3 jours sur la Lune. La lumière met 1 seconde. Maintenant, vous avez la galaxie, dimension 100 000 années-lumière. Donc, prenons une de nos voisines. Imaginons qu'on trouve une planète qui est parfaite pour abriter la vie à 30 années-lumière. 30 années-lumière, c'est une voisine, hein, comme ça. Eh bien, 30 années, c'est déjà 1 milliard de secondes. Donc, c'est 1 milliard de fois plus loin que la Lune. Donc, ce n'est pas un saut de détail. Ce n'est pas question. 1 milliard de fois 3 jours, c'est encore plus long. Donc, voilà. C'est pour dire que le rêve d'émigrer est une stupidité totale. Après, les gens fantasment, on accélère, on prend une relativité particulière, etc. Non. Actuellement, la science nous dit non, ce n'est pas possible. On prend soin de notre Terre. Voilà. Et pour vous, Claude, on reste dans le système solaire ? Bon, dans le système solaire, on pourrait trouver des formes de vie, c'est pas du tout exclu. On cherche d'ailleurs, que ce soit sur Mars. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. Titan, ou bien des satellites des grosses planètes, comme Jupiter ou Saturne. Par exemple, Europa, satellite Jupiter, qui est recouvert de glace avec un océan liquide en dessous. Enceladus également, qui est un peu similaire, satellite de Saturne. Donc, on cherche des traces de vie dans le système solaire, soit de vie passée ou de vie actuelle, de vie évidemment sous forme très, très primitive, mais de vie quand même. C'est pas exclu qu'on en trouve. Jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé, mais on cherche toujours. En attendant d'avoir la réponse, regardons votre logbook live depuis la Lune. Découvrir la Terre ou des exoplanètes ? La Terre. La Terre. Marcher sur la Lune ou sur Pégase 51b ? La Lune. Sur la Lune, parce que le 51 Pégase B est trop loin. Prix Nobel ou astronaute ? Ah, je dirais prix Nobel. Astronaute. Bon, j'ai pas souvent l'occasion de me retrouver entourée d'un astronaute et d'un prix Nobel. On doit souvent vous poser la question « et après ?»
Après être astronaute, après le Nobel, qu'est-ce que vous allez faire? Personnellement, je pense que j'ai tellement reçu que c'est le moment de partager. Tu l'as vu ce matin au marché? Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. C'est comme ça que je peux le résumer. J'enseigne toujours à l'EPFL. Pour moi, c'est un grand privilège. Je vais souvent dans des écoles. J'essaye de motiver des jeunes Suisses et Suissesses pour devenir astronautes. Bon, il y a eu le début de la nouvelle sélection à l'ESA il y a quelques semaines. J'ai beaucoup encouragé de nombreux jeunes étudiants dans le domaine des sciences ou de l'ingénierie à s'inscrire. Et puis je communique toujours avec eux et avec elles pour essayer de les motiver pour réussir. Mon souhait, c'est d'avoir un Suisse ou une Suissesse en 2022, quand cette sélection sera terminée, qui réussit et qui prenne ma succession comme astronaute de nationalité suisse. Et vous, Michel? Une grande partie de mon activité maintenant, c'est des conférences, des séminaires, etc. Donc, ça participe de la même... Le grand public a une part énorme, pas uniquement, mais en particulier le grand public. C'est un sujet qui est facile à vulgariser. C'est un sujet on a des belles images, c'est pas si abstrait que ça, on peut expliquer. C'était une longue préoccupation qui existait dans le passé. Donc, je dirais que c'est une chance que l'on a de pouvoir en parler aux gens. Parce qu'il y a des domaines de la science où c'est plus difficile, comme ça. Donc, à part ça, à titre personnel, je dirais que ce sujet, il est fascinant. Il y a 25-30 ans, on était 4 équipes de 2 qui cherchaient des exoplanètes dans le monde. Maintenant, c'est un sujet des milliers de personnes, des satellites, des expériences comme ça. Il y a des résultats qui tombent en masse et tout. Et comment dire, je dirais que je ne vois pas aucune raison de m'arrêter d'avoir un peu une petite participation dans ce domaine, parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement comme ça. On a la relève, la prochaine génération qui est en train de nous regarder en ce moment. Est-ce que vous voudriez leur dire quelque chose pour qu'ils rejoignent ce beau domaine qu'est l'astrophysique? Oui, disons, la curiosité. Je crois que c'est ça le moteur. Comment dire, moi, comme j'étais élève, étudiant, j'avais aucune préférence pour un domaine de la science. J'étais un passionné de science. Mais si, quand j'ai fini mes études, s'était présenté une offre d'emploi pour faire un doctorat en océanographie ou en géophysique ou je ne sais pas quoi, j'aurais eu exactement le même plaisir. Donc voilà, j'ai choisi l'astrophysique, voilà, comme ça, et puis je crois que je ne le regrette pas. Et vous, Claude? Moi, j'ai une citation de Saint-Exupéry: « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. » Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Mais bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard. À cause de la couleur du blé. C'est les conneries, ça. C'est les conneries. Dit le renard, petit. Magnifique. On arrêtera sur ces beaux mots. Michel et Claude, prix Nobel et astronautes, qui ont eu une discussion avec nous, un regard porté vers le ciel. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et un bon retour sur Terre. Merci Chloé. Merci. Ce fut un plaisir tout particulier pour moi d'animer cet épisode du Galactic Chloé Show. N'oubliez pas de viser la Lune et même plus loin, qui sait ce que vous pourriez découvrir demain. À bientôt sur notre plateau lunaire.